Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Joanne Castonguay, qui est commissaire à la santé et au bien-être et qui a publié un volumineux mais dense rapport il y a quelques semaines maintenant à l'occasion de la première phase de la COVID, vous savez, où tout le système était ébranlé. Les rapports, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert vraiment à résoudre les problèmes ou est-ce que ça sert à les cacher? C'est toute une question que vous me posez là, mais je dirais que ça sert à comprendre la situation. Mais là, c'est la responsabilité du gouvernement d'appliquer les recommandations. Et en fait, je dirais que la population s'attend à ce que les gouvernements appliquent les recommandations. Et les recommandations qu'on a faites ne sont pas si différentes que ça des grandes recommandations qui ont été faites là, dans le passé. Là, au contraire, il y a certaines d'entre elles, on n'a plus d'excuses. Et on peut même pas dire on va frapper un mur. Je pense qu'on l'a frappé le mur. La transformation qu'on recommande, c'est beaucoup de transformer le système plutôt que de l'orienter sur l'activité, l'orienter sur les résultats, mais ceux qui sont importants. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les comités d'usagers font pas leur boulot? Oh, on n'a pas examiné ça, là, mais je ne serais pas portée à croire ça, là, non, au contraire. Mais évidemment, quand ils font leur boulot, il faut les écouter. Je veux dire, ça va des deux sens. Et ceux qui les écoutent, il faut qu'eux aillent les leviers pour changer les choses. Alors, le comité d'usagers, lui, son interlocuteur, c'est le conseil d'administration. Et si le conseil d'administration n'a pas les leviers pour influencer ce qui se passe dans l'établissement, à ce moment-là, l'influence du comité d'usagers n'est pas celle qu'elle devrait être. Et là, j'entends la voix de votre père qui lui-même a regretté de ne pas avoir fait assez pression pour payer les médecins autrement, c'est-à-dire les payer comme on les payait dans les cliniques populaires dans les années 70, c'est-à-dire on les payait bien, mais on les payait au mois, au salaire, aux 15 jours, quel que soit le nombre d'activités qu'ils pouvaient préconiser ou accomplir. Oui, bien là, je comprends. Je ne suis pas certaine c'est quoi la question. Mais je sais que mon père aurait bien voulu. C'était pas le genre de personne à avoir des regrets. Il l'avait annoncé, il l'a dit publiquement oui, il avait regretté de ne pas avoir insisté pour salarier les médecins au lieu de les payer à l'acte. C'est ça la question. OK. En fait, ce que je peux vous dire à cet égard, c'est que les modes de financement aurait dû évoluer avec les besoins. Et il y a une grande difficulté à faire évoluer les modes de rémunération selon les besoins. Je ne suis pas certaine que salaire, en tout cas selon la littérature, et là c'est moins la commissaire qui parle, c'est plus le résultat de travaux que j'ai fait dans le temps, mais chaque mécanisme de rémunération a ses faiblesses. Et à salaire strictement, ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen de rémunérer. Ce qu'on voit, par contre, c'est quand on a une combinaison de mécanismes de rémunération, donc en partie au salaire ou à capitation, là, on va chercher les meilleurs résultats pour le patient. Donc, un peu d'acte, ça peut être important pour aller chercher de la productivité, mais il y a la responsabilité populationnelle aussi qui est excessivement importante. Parce que il y a une étude récente de l'IRIS que vous connaissez qui a établi que on a interviewé d'ailleurs la chercheuse là-dessus. Les médecins ont été très largement rémunérés, surrémunérés à l'époque Barrett, on va dire ça comme ça, à l'époque libérale, et tellement que l'IRIS a calculé que le 1,5 milliard qu'on leur a donné par-dessus le beurre, par-dessus la tartine, suffirait pour financer certaines vocations ou orientations du système qui sont laissées
sur les tablettes parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour rémunérer les préposés. On n'a pas d'argent pour le service à domicile, même si on donne quelques centaines de millions, comme l'a fait le gouvernement de la CAQ depuis quelque temps. Donc, si on rééquilibrait, bon, mettons que la question du salaire et la question du paiement à l'acte restent posées, mais il y a aussi le fait qu'il y a une répartition des financements qui est mal faite. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler de ça? En fait, ce qu'on a parlé surtout, c'est le fait de l'absence ou de médecins dans les milieux d'hébergement. C'est-à-dire que les milieux d'hébergement ne sont pas couverts adéquatement par des médecins. Même s'ils sont couverts par des médecins, il n'y a pas de lien entre le milieu d'hébergement et les soins qui sont donnés dans le reste du système. Et ça, c'est une grande lacune. Et donc, si justement, il y avait davantage de liens ou que plus de soins médicaux étaient donnés dans les milieux d'hébergement, il y aurait définitivement une amélioration, en tout cas du point de vue des résultats qui sont souhaités par les résidents. OK. Donc, on a fait une recommandation au gouvernement de faire un appel à solutions et de soutenir le développement de ces solutions-là pour justement améliorer l'offre de soins médicaux dans ces milieux-là. Okay. Donc, ce qu'on leur proposait, c'est faites appel aux médecins, aux organisations médicales, aux communautés qui, eux, ont une proposition justement pour améliorer l'offre des soins médicaux et le lien entre les soins médicaux dans le milieu d'hébergement et le reste du système de santé. Peut-être une dernière question plus globale. Le mot hébergement, moi, me tue. On dirait une vieille auberge avec un spécial de repas le soir, là, avec le guide qui d'ordine. Hein? Et puis, il n'y a pas besoin de médecine active. On case là la vieille dame qui n'en peut plus de ne plus pouvoir, précisément, qui n'en peut plus dans son autonomie. Puis, elle est vieille, c'est l'âge qui la travaille. Elle est finie, de toute manière, elle compte plus. Est-ce qu'il y a une espèce d'agisme systémique là? Les médecins, on sait pourtant, depuis 50 ans, il y a eu d'énormes progrès dans la gérontologie, dans la gériatrie, dans les soins de fin de vie. Pourquoi il y a encore cette mentalité? Est-ce que c'est parce que les médecins ont une formation un peu tronquée, un peu trop partielle? Est-ce que c'est parce que les mentalités et la culture font que, mon Dieu, la longévité, c'est une fatalité, au pire, c'est ça? Est-ce que, donc, l'agisme est quand même un phénomène de société, c'est ça que je veux dire. C'est pas seulement un phénomène de système de santé. Je veux éviter là, de donner des opinions, parce que mon rôle est vraiment là, un rôle d'expliquer les phénomènes qu'on a analysés. On a quand même examiné là, d'abord pourquoi les soins qui sont donnés dans ces milieux-là ne sont pas optimaux. Pourquoi ils ne reçoivent pas l'attention qu'ils devraient recevoir. Et ça a été davantage les questions qu'on s'est posées. Dans ce contexte-là, on revient aux différents éléments dont on a parlé plus tôt, là, dès le début. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on sait que la façon dont on gère les ressources humaines ne sont pas les bonnes, que gérer, et d'ailleurs, avec les principes de gestion selon la mobilité du personnel, on a aggravé les enjeux de ressources humaines. Les milieux d'hébergement ne sont pas des milieux qu'on a continué à développer. Le fait que c'est séparer les milieux de vie avec les soins de santé sont des enjeux qui avaient été soulevés dans le passé et qu'on n'a pas mis à l'ordre du jour, auquel on n'a pas résolu. L'autre élément, c'est la gouvernance. Un des éléments qu'on a observé, c'est que, puis
puis ça fait partie là, de quand on dit qu'il y a beaucoup d'attention qui est donnée aux hôpitaux, c'est qu'on n'a pas modernisé la gouvernance, on n'a pas modernisé les objectifs. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'attention qui est donnée aux établissements, au milieu hospitalier, et les indicateurs avec lesquels on donne les objectifs qui sont donnés aux établissements ne sont pas en fonction de ces milieux-là, donc ils ne donnent pas assez d'attention. Donc, c'est vraiment des enjeux de gouvernance du système de santé. Alors, les personnes âgées en souffrent, mais c'est toutes les populations vulnérables qui en souffrent. Alors, il y a aussi d'autres enjeux, là, comme la santé mentale, qui sont un autre élément qui demanderait beaucoup d'attention et qui ne reçoivent pas suffisamment. Donc, on a besoin de repenser comment on gouverne, comment on donne des objectifs, mais aussi, on a besoin d'avoir un ministère, parce que ce qu'on dit, un des éléments, des éléments ou des constats clés qu'on fait dans notre rapport, c'est qu'à peu près tous les constats se résument à un grand constat qui est que le ministère fait beaucoup trop d'opérations du réseau plutôt que de gouvernance. Donc, au lieu de se préoccuper des besoins à long terme, puis comment ils pourraient restructurer le système ou la façon dont ils financent pour répondre aux besoins à mesure que ceux-ci évoluent, ben, ils opèrent au jour le jour, puis ils délaissent ce rôle-là. Et en délaissant ça, ben, on a un système qui est encore un système qui est développé pour répondre aux besoins d'une population jeune, alors que la population a vieilli et a des besoins différents. Dernière petite question, merci beaucoup de cette entrevue, entre parenthèses. C'est une question que je ne devrais pas vous poser parce que vous m'avez dit tantôt que les opinions, vous essayez de les éviter. Je vais quand même vous la poser. Est-ce que vous êtes optimiste quant aux maisons des aînés pour lesquelles on va avoir dépensé quelques milliards, hein? Quand on aura tout fini, là, il y en aura 46, paraît-il, sur le territoire, et ça aura coûté 3 fois plus d'ailleurs que ce qu'on avait prévu au départ. Est-ce que c'est une alternative qui vous semble avoir de l'allure suite au constat que vous avez fait? Quelle question! Je n'ai pas examiné cette question-là. Ce que je dirais, par exemple, c'est qu'on devrait, on a déjà plus d'hébergements en proportion de la population que d'autres juridictions importantes. Et donc, dans d'autres juridictions, ils vont donner une plus grande part de leur budget pour les soins à domicile plutôt que les soins d'hébergement. Maintenant, quand j'investirais dans des projets comme celui de la Maison des aînés, je comparerais toujours les différentes options, les coûts-bénéfices des différentes options. Je ne suis pas certaine que ça a été fait. Si ça a été fait, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je pense qu'il faut examiner les coûts et les bénéfices des différentes options et c'est vers là que j'irai pour répondre à votre question. Merci de cette réponse. Autrement dit, on va pouvoir vous confier un mandat pour suivre ce dossier au fur et à mesure que les maisons vont être inaugurées et que les gens vont rentrer dans ces paradis publics qu'on nous vante tant depuis quelques années. Alors, merci, Madame la Commissaire. J'espère que cette entrevue, en tout cas, moi, m'a fait penser à Claude Castonguay. Vous savez que j'ai eu la chance de l'interviewer 2 fois à Radio Ville-Marie et puis à Vidéotron, canal communautaire, où j'ai fait 14 ans de bénévolat. Donc, je connais un peu le personnage. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'affiliation tout au long de cette entrevue. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Bonne chance. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Bonne chance à vous.